des langages procéduraux au langage objet. Le passage du système physique au système entièrement virtualisé, y compris le réseau, y compris le stockage, c'est la grande promesse du utility computing. Pour autant, est-ce que c'est le cas dans les entreprises à l'heure actuelle de partir justement sur le projet sol au plafond virtualisation, ou alors est-ce qu'on procède de manière par étapes Ça va être par étapes parce qu'il y a beaucoup d'inconnus aujourd'hui, mais les choses qui sont très intéressantes sur utility computing, c'est vous passez plutôt payer en CAPEX, je suis désolé, c'est le mot en anglais, vous allez payer en OPEX. Donc, tous les financiers vont être très très contents, on va dire. Donc, plutôt d'amortiser les choses physiques aujourd'hui, vous allez plutôt passer toutes les choses financières sur le côté OPEX. Et ça va être un gros driver. Ça va être pas un driver. Enfin, un driver, c'est quoi en français? Un pilote. Excusez-moi. Ça va être pas un pilote de technique, mais ça va aussi venir par les business. C'est les businessmen qui vont décider à la fin que je préfère payer en OPEX plutôt de CAPEX. Donc, on va voir. Je crois que c'est un côté business. Le changement de colonne dans le bilan, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris CAPEX, OPEX. D'un côté, on a les amortissements et qui sont considérés comme des charges, et on change de colonne quand on passe en OPEX. Merci. Ça, c'est tout l'avantage aussi de l'hébergement et enfin, de toutes ces solutions externalisées. Juste un retour sur quelque chose qui a été mentionné tout à l'heure, c'est sur la notion de la réduction de la facture énergétique. Est-ce que c'est à l'heure actuelle, pour les entreprises qui se lancent dans un projet de virtualisation, quelle que soit son ampleur, clairement identifié comme tel? C'est-à-dire, je souhaite réduire mon empreinte énergétique ou ça reste, quelque chose de périphérique? Ça dépend des sociétés. Si vous êtes dans l'environnement industriel et que chaque année vous faites des millions de tonnes d'aluminium, le coût énergétique de vos data centers, ça dépassera jamais quelques pouillèmes, très loin derrière la virgule. Donc là, c'est clairement pas une priorité. Ou alors c'est pour avoir effectivement un affichage vis-à-vis du Green IT. À l'inverse, effectivement, quand vous êtes dans un environnement où les data centers comptent assez fortement dans votre facture énergétique, donc si vous êtes plus effectivement dans un environnement financier, bancaire, assurance ou public, où là effectivement ça a une part significative dans votre bilan carbone au global de la société, il y a une sensibilité beaucoup plus importante à cette approche. Et là effectivement on va aussi voir les clients avoir cette approche qui est beaucoup plus importante parmi tous les points qui les font aller vers la virtualisation. Et puis il y a une deuxième approche, c'est du capacitaire. C'est effectivement, j'ai mon data center qui a une capacité en termes de mètres carrés, en termes de kilowatts, en termes de dissipation énergétique, et on sait très bien que la nature a horreur du vide, et systématiquement, quand on étend le data center ou on le construit, on va arriver très rapidement à être à limite de saturation. La virtualisation, dans ce cas-là, c'est aussi un moyen de se redonner de la marge de progression et de réduire à consommation identique et de se redonner de la capacité à évoluer. D'accord. Quelqu'un d'autre veut réagir là-dessus? Non. Bon. Ok. Bien, on va passer peut-être à la deuxième partie un peu rapidement, parce que je trouve qu'on a été très court sur ces sujets. Il y avait une notion quand même on a un peu parlé du coût tout à l'heure. Il y a la question des licences, parce que souvent on associe, par exemple, ici on a Solution Linux, donc on virtualise du Linux et a priori le coût de la licence n'est pas exorbitant, mais on peut virtualiser toutes sortes d'autres choses. Comment se règle la question de la facturation des licences dans les environnements virtualisés? Parce que c'est très différent de la pratique, je dirais, physique. Je vais aller même plus loin de ça. C'est vraiment comment vous faites votre software governance tout court. C'est pas juste les licences, c'est quelle version de Ubuntu que je tourne aujourd'hui, quelle version d'Apache que j'ai. Parce que les choses qui sont très intéressantes sur les virtualisations, c'est les étendre et faire un clonage. Et le problème, c'est la notion de virtual sprawl. On dit ça en anglais, ça veut dire que vous avez beaucoup de machines que vous ne maîtrisez plus.
Donc c'est pas que les licences, c'est même niveau support, même niveau maintenance, ça devient assez difficile. Donc vraiment de maîtriser les contenus tout court, c'est un point très 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 important à résoudre. Donc comment je crée ces contenus, comment je pousse ces contenus dans une infrastructure virtualisée, comment je manage, comment je provisionne, comment je contrôle, monitor. Ça, c'est toutes les choses que les gros acteurs industriels aujourd'hui posent comme question, je crois. Oui, ce problème de la prolifération des images est, pour tous les gens qui sont vraiment lancés dans la virtualisation, un problème majeur. Plus on a de serveurs virtuels, plus on a d'images, plus il y a d'endroits où il faut falloir maintenir des mises à jour. Et c'est pour ça que depuis 2 ans maintenant, on voit apparaître une nouvelle façon de concevoir son infrastructure, où on n'applique plus une image par machine, mais on a une image qui est partagée entre plein de machines, et on spécialise cette image au moment de son lancement par l'application d'une recette de cuisine qui va installer les logiciels dont on a besoin au moment donné. Et cette pratique est quelque chose qui permet de ramener le nombre d'images de base à un nombre contrôlable. Je pense qu'on pourrait en discuter plus avant, mais ce n'est pas forcément le sujet. Donc je vais peut-être laisser la parole à quelqu'un qui parle directement de la licence. C'est bon. Un sujet en tout cas, je voulais mettre en exergue sur la gestion des licences. Effectivement, c'est avant de commencer un projet de virtualisation, c'est de s'assurer de comment vous allez pouvoir gérer vos licences. Lorsque vous avez un serveur qui tourne sur une application X ou Y, est-ce que j'ai le droit de virtualiser? Est-ce que ma licence m'autorise à virtualiser cette machine? Est-ce que mes logiciels associés, mon antivirus, ma sauvegarde, je peux aussi continuer à offrir le même service si je virtualise mes machines? Donc il y a un vrai travail à faire en amont pour s'assurer que non seulement techniquement parlant tout fonctionne bien, mais aussi que vos actifs logiciels soient pérennes lorsque vous allez les virtualiser. Je rejoins complètement effectivement ce que disent mes chers collègues, dans le sens où effectivement un projet de virtualisation, il y a une phase d'avant-projet qui est très très importante et à ne pas négliger. Un projet de virtualisation, ce n'est pas que l'outil, l'hyperviseur, l'environnement de virtualisation, c'est très très transverse. Ça va être le type de serveur que vous choisissez, la solution de virtualisation, le stockage que vous associez, et généralement effectivement il faut faire cohabiter et faire travailler ensemble des gens qui travaillent peut-être un petit peu dans leur coin, dans le mode de fonctionnement de l'entreprise classique où on est sur des serveurs non virtualisés, on va dire. La virtualisation étant très transverse, effectivement, il y a toute une partie licence, toute une partie installation, déploiement, gestion, mise à jour. Comme l'a dit mon collègue sur la partie provisioning, effectivement, provisioning et mise à jour des machines virtuelles, il y a des solutions logicielles qui existent, mais il faut effectivement voir ça dans la globalité du projet pour pas arriver au moment du déploiement à des points de blocage par rapport à tel ou tel applicatif, par rapport à tel ou tel requirement qui a été exprimé par le client, mais qui du coup, vu les choix qui ont été faits, n'est pas envisageable, par exemple, ça peut arriver. Donc, je vous en prie. Je vais être un petit peu biaisé sur les licences, on fait surtout de logiciels libres. Nous, notre impression aussi, c'est que les gens qui utilisent l'hyperviseur et les machines virtuelles ne sont pas forcément les mêmes personnes. Donc, ça rejoint effectivement un problème de software governance, comme le disait mon collègue. Est-ce que vous voulez être spécialiste sur le logiciel, le gérer vous-même? Donc, par exemple, chez nous, on est habitué à tout gérer de l'OS jusqu'à l'application. S'il faut le patcher, le modifier, aller voir dedans, le comprendre, on va le faire. Donc on choisit du logiciel libre, on peut le comprendre, le modifier, et ensuite on choisit d'avoir les compétences pour. Donc c'est pas sous-traité et c'est notre métier. On s'est rendu compte, donc nous on utilise Xen principalement, il y aura aussi un peu de KVM, d'OpenVZ, que c'était une nouvelle brique qui n'était pas plus sophistiquée que les autres et qu'on a pu continuer à garder cette politique, à comprendre comment ça marche, la patcher, l'adapter, réagir, etc. Donc effectivement, si vous avez affaire directement à des hyperviseurs, ça peut devenir compliqué, mais en général, normalement, c'est déjà votre métier. Au moins que bien sûr qu'en face, vous ayez des frontaux type EC2, des choses comme ça. Donc, je plaide pour ma chapelle, mais... Monsieur Dubois, attendez un instant. Après, je recède la parole. Donc, juste quelques précisions sur les licences. Donc, vraiment 2 minutes pour vous parler produit, parce que c'est pas l'objet, mais... pour préciser qu'en termes d'hyperviseur, on avait le choix soit de l'inclure dans la licence de l'OS Windows, soit de le commercialiser à part entière, et il a été inclus dans la licence Windows parce que ça nous paraissait
finalement un schéma qui avait été déjà adopté assez largement par l'industrie sur Grand Système, sur les différentes plateformes risque Unix, et que ça nous paraissait effectivement